Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Dany Leclerc. Et là, Dany, je veux qu'on parle de ton tout premier roman, Le sang des colombes, qui a été lancé en 2007 chez VLB. Est-ce que tu peux un peu nous raconter l'histoire de ce premier roman-là? Oui, l'histoire de la publication avant, parce que je l'avais soumis au départ pour le prix Robert Clich. Ah, ok, ça je savais pas. Qui était, j'avais fini quand même dans le quatuor de fin. C'est l'année où Roxane Bouchard avait gagné avec son excellent Whisky et Parabole. Donc, je me suis fait battre, mais j'ai aucune gêne à le dire parce que c'est un excellent roman, celui de Roxane. Puis après, j'avais retravaillé donc ce manuscrit-là. C'est pour ça que j'ai été publié chez VLB. Parce que VLB donc, s'occupe du prix Robert Clich. L'histoire en tant que telle du roman, c'est l'histoire d'un terroriste. Vraiment un terroriste européen, un mercenaire qui combat pour des causes, en autant que ce soit pour la liberté, en autant qu'on le paie, en autant que ça rejoigne un peu ses idéaux. Puis ce mercenaire-là aboutit au Québec, dans un Québec imaginaire, où il va commettre des attentats, mais vraiment des attentats terroristes ignobles. Il va tuer des femmes, des enfants avec des bombes, des engins explosifs. Donc, dès le départ, on sait ça en tant que lecteur. On sait que c'est un être vraiment très mauvais, très méchant. Et ce personnage-là va aller se réfugier dans un petit village de Saint-Alexis. Et ça fait bien parce qu'il y a plein de Saint-Alexis partout à travers le Québec, fait que ça peut être un peu partout. Il va aller se réfugier dans ce petit village-là pour se cacher, justement, pour que l'attention soit un peu détournée de lui. Et il va vivre une vie normale. Puis là, on va découvrir que finalement, à travers ce terroriste-là, il y a un être humain qui peut être sympathique, qui peut être attachant, qui va tomber en amour, qui va avoir des amitiés. Et nous, en tant que lecteurs, donc c'est un suspense, en tant que lecteur, on se demande, est-ce que ce passage-là dans le village va le transformer, va transformer Romane, le personnage du roman, ou est-ce qu'au contraire, le naturel va revenir et il va retrouver son désir d'action. Donc ça, c'est le suspense qu'on découvre à la fin. Wow! Et là, en 2012, à l'automne 2012, deuxième roman, Le Saint-Christophe. Oui. Qui se passe dans les années 90. Là, on est complètement ailleurs. Oui, hein? Le premier, c'est plus de la littérature engagée. Donc, je me demandais, c'est une réflexion personnelle, je me demandais qu'est-ce que moi, je serais prêt à faire comme engagement au nom d'une cause, bon, que ce soit l'indépendance du Québec, comme dans le roman, ou d'autres choses. Moi, je sais très bien que je n'irais pas jusqu'à tuer des gens. C'est comme inconcevable. Mais bon, l'écriture peut être une forme d'engagement, l'engagement politique également. Donc, je présente les différentes formes d'engagement dans ce premier roman-là. Dans le deuxième, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus léger. C'est presque une chronique des années 90. Mais est-ce que c'est tes années universitaires à toi qui t'ont inspiré? Le point de départ, oui. On n'est pas dans ce qu'on appelle l'autofiction pure. C'est pas l'histoire de Dany Leclerc. Mais au départ, c'est un jeune homme qui part du Saguenay, qui s'en va étudier à l'université à Montréal. Donc, effectivement, c'est comme moi. Et le Saint-Christophe a réellement existé. Ah oui? Il y a déjà eu dans ma vie un appartement sur la rue Saint-Christophe à Montréal où mes amis vivaient. Puis c'était notre pied à terre pour aller veiller au centre-ville, pour aller à Montréal. On savait qu'on avait un endroit où aller coucher si on ne pourrait pas revenir à la maison avec le métro ferme. Mais c'est sûr que tout autour de ça, j'ai greffé de la fiction, j'ai exagéré des faits, j'ai interchangé des personnages. Donc, c'est drôle parce que la mémoire fait toujours un travail de transformation. Puis il y a des histoires là-dedans. Il y a des qu'enjolive, hein? que j'ai mis là-dedans, qui sont enjolivées, mais il y a des choses que j'ai transformées, des choses que j'ai racontées de mon point de vue à moi, puis que je prétends être la réalité. Mais quand je parle à des gens qui ont connu le Saint-Christophe, on chicane. Ah oui? Parce qu'on sait, ben non, c'est pas comme ça que c'est arrivé, voyons. J'étais même pas là quand c'est arrivé. Puis dans ton roman, tu dis que c'est moi qui... On a eu des discussions très drôles là-dessus. Mais c'est ça, c'est que la mémoire, finalement, c'est le travail de la fiction aussi. On transforme les choses, on déforme. Puis là, finalement, il y a la réalité du roman qui existe. Est-ce que c'est la réalité en tant que telle? Pas mal... c'est rendu pas mal loin de ce que ça a été vraiment. Parce qu'il s'en passe quand même pas mal. Hein. C'est toutes les aventures, toutes les aventures du début de la vingtaine,
je trouvais qu'il y avait eu beaucoup de romans sur l'enfance, mais sur le début de l'âge adulte, bizarrement, il n'y a pas grand-chose. C'est vrai. Puis je comprenais pas pourquoi, parce que c'est une époque où justement qui est très riche, qui est très fertile en connaissances. On est en quête d'identité, on sait pas qui on est, qu'est-ce qu'on veut, les amours, on sait pas trop qu'est-ce que c'est que l'amour encore, on se questionne. L'amitié, on perd des amis, on s'en fait des nouveaux. Donc il y a plein de questionnements comme ça, l'argent, le rapport à l'argent, les premiers appartements, les mauvais choix qu'on a pu faire en appartement. On est vendredi, on a le choix de faire une épicerie pour la semaine ou aller veiller avec nos amis. C'est sûr qu'on va aller veiller avec nos amis et qu'on n'a plus d'argent pour l'épicerie. Mais c'est un peu ça, le Saint-Christophe. C'est tout le charme, mais aussi l'espèce de nostalgie de ces années d'insouciance-là du début de la vingtaine. Mais est-ce que comment je pourrais dire ça? Toi, dans les années 90, qui a connu cette époque-là, et avec les jeunes d'aujourd'hui, est-ce que tu vois des similarités ou tu vois que c'est complètement différent? Oui, il y a quand même pas mal de similitudes. Hein. Déjà, juste de partir en appartement, le détachement des parents, le premier appartement, les premières épiceries, tous ces problèmes-là, de payer notre premier compte de Bell, de se rendre compte, moi je me rappelle, de me rendre compte qu'il fallait payer pour avoir le téléphone. Moi, quand je suis arrivé à l'appartement, ça a été comme un choc. L'hydro, il faut payer pour l'électricité, mon Dieu. Bon, j'exagère, là, je caricature, mais c'est à peu près ça, de dire, oh, ça coûte aussi cher que ça. Et là, quand on est chez papa et maman, on le réalise pas nécessairement. Puis après, Puis ça, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, en tout cas ceux que je côtoie, j'enseigne au cégep, donc c'est des jeunes que je côtoie, 17 à 20 ans, il y en a qui vivent encore ça. On parle beaucoup, c'est une génération de nantis qui ont le cellulaire, qui ont des voitures, etc. Mais ils ont aussi ces considérations-là très, très triviales de manger, de s'habiller. Puis il y en a qui passent par là aussi, donc qui ont des moments difficiles à traverser, en plus des études. OK, c'est un roman qui parle des années 90, mais je pense qu'il est encore très, très actuel. Moi, j'ai pas... en fait, j'étais enfant quand dans les années 90, et ça m'a permis de découvrir un peu, justement, la génération X en lisant ce roman-là. Oui, parce que c'est un roman aussi, justement, qui parle beaucoup qui est ancré dans l'histoire. Je trouvais ça important de parler des jeunes de 20 ans, mais aussi de parler de cette époque-là, des années 90, où, pour moi, le monde a changé. Ça veut dire que c'est l'époque où on avait encore, je ne sais pas dans quelle mesure on a encore peur du sida, mais à notre époque, à nous, quand on avait 20 ans, c'était, moi, je me rappelle d'avoir eu une peur bleue du sida. On en parlait beaucoup à cette époque. On en parlait beaucoup. On ne pouvait pas parler de relations sexuelles à l'école sans qu'on nous brandisse cette menace-là du sida. Donc, pour moi, la sexualité, avant même d'avoir la notion de plaisir associée à ça, il y avait la notion de peur, de mort qui était donc associée aussi. Tout le contexte socio-historique, la Coupe Stanley de 93, le suicide de Kurt Cobain qui est dans le roman aussi, donc évidemment l'émeute, la fameuse émeute du stade olympique avec Metallica et Guns N' Roses, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de musique dans ce roman-là. Donc, parce que tu étais à l'adolescence à peu près à cette époque-là? J'avais 20 ans. 20 ans. Donc okay. J'avais le même âge que mon personnage. J'arrivais à l'université aussi, donc début vingtaine. Puis c'était le grand rêve aussi montréalais, c'est-à-dire d'être dans la métropole, pour un petit gars qui arrive du Saguenay, d'être à Montréal, où tout se passe, où tous les gros spectacles ont lieu, etc. Hey, je vais pouvoir être là. Puis finalement, l'espèce de déception d'être là, mais de ne pas avoir l'argent pour y aller, de travailler, de ne pas pouvoir assister à ces spectacles-là pour X, Y raison. Une espèce de mais est-ce que ça a été un choc pour toi d'arriver du Saguenay à Montréal? Pas tant que ça, parce que c'était vraiment un rêve pour moi. Quand je suis parti, autant il y a eu le désir à un moment donné de retourner, qui est très présent dans le roman. Hein. Le personnage est très ambivalent. Il part à Montréal, il aime Montréal, mais il y a aussi cette espèce de nostalgie-là du Saguenay qui fait réaliser finalement que le personnage n'est pas bien nulle part. Peu importe où il est, c'est avec lui-même qui n'est pas bien. Mais ça a été un choc, mais je dirais heureux, parce que moi je suis parti de ma famille, j'ai délaissé mes amis pour aller à Montréal, pour vivre le trip montréalais. Pour moi, la littérature, c'était Montréal, la musique rock, c'était Montréal. Donc c'est un choc, je dirais, voulu, désiré. Et le choc est venu plus après de la déception, justement, de dire, finalement, c'est là, ça se passe, mais je suis un peu à l'écart.
Donc, c'est là un peu qu'il y a eu la désillusion, je dirais. Et j'aimerais te demander, Dany, comment est venue justement l'idée, en tant que prof de littérature, de vouloir publier un roman? Ben, ça a toujours été là. À partir du moment où j'avais 7-8 ans, où on a reconnu mon petit livre, qu'on l'a imprimé, c'est comme, wow, il y a quelque chose d'officiel là-dedans, une espèce de vantardise aussi. C'est comme quand même, ça, c'est d'avoir le livre. Tous les auteurs le savent, quand on reçoit notre boîte de livres fraîchement imprimée, puis qu'on l'ouvre, qu'on touche à l'objet, c'est tellement un moment merveilleux. Puis je rêvais justement de ce jour-là, depuis que j'étais tout jeune, de voir un livre avec mon nom sur la page couverture, idéalement avec une photo sur le rabat, de dire, wow, c'est moi, c'est mon livre à moi. Mais t'as attendu quand même un certain temps avant d'écrire le premier roman. Oui, puis j'ai longtemps attendu, peut-être par une espèce de peur ou de gêne, je cherche le mot exact, une espèce de... Trouver le bon filon? Non, mais pas trouver le bon filon. J'ai des histoires, j'en avais à raconter, mais c'est d'abord de prendre le temps de s'asseoir pour écrire. Faut prendre le temps de le faire. Ça, c'est peut-être le premier choc. Quand on veut écrire, ça s'écrit pas tout seul, ces petites bêtes-là. Faut s'asseoir, faut l'écrire, faut en venir à bout. Tout ça, des fois, ça peut être long. C'est pas toujours facile non plus. Non. Puis, faut accepter de se retirer un peu, justement, quand les amis sortent, ou quand il y a des soirées, ou quand on a de la famille, dire, ben regarde, ce soir, je peux pas, j'écris, j'ai du travail à faire, donc faut écrire. Puis, il y avait aussi, je pense, le poids du passé, des œuvres passées, c'est-à-dire l'espèce d'humilité, de dire, qui je suis, moi, pour aller rajouter un livre de plus sur tout ce qui s'est déjà publié. Pourquoi Dany Leclerc, après Marcel Proust, après Dostoïevski, après Balzac, c'est comme, t'es qui, toi, pour rajouter un... Après, tu dis, ben, regarde, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ça, j'ai quelque chose à dire, ça me tente de le dire, j'ai des histoires à raconter. Peut-être qu'on passera pas à la postérité, mais au moins je l'aurais fait. Puis aujourd'hui, j'en suis fier. J'ai 2 livres, j'ai 2 romans. Ils trônent fièrement dans ma bibliothèque. Je l'ai fait. Puis moi, déjà, c'est l'accomplissement d'un rêve. À partir du moment où tu finis une histoire, tu la fais lire à tes amis, puis ils trouvent que c'est bon. Tu la fais lire à un éditeur qui croit en toi, puis qui croit en le projet assez pour le publier. Déjà, c'est un accomplissement extraordinaire. Les éditeurs reçoivent chaque année des centaines de manuscrits dont on n'entendra jamais parler. Donc moi, j'ai réussi à passer à travers les mailles du filet. Donc, moi, je trouve que c'est quand même quelque chose. Tous les auteurs, je pense, doivent éprouver cette fierté-là d'avoir réussi à avoir un livre publié. C'est comme, bon, bravo. Mais c'est normal parce que ça prend tellement de temps, justement, de l'écrire, après faire les révisions, après l'avoir entre les mains. Ah oui, ça c'est... N'importe quel auteur aussi, en période de révision, on n'est plus capable. On lit notre livre, ça nous sort par les oreilles, on ne voit plus les fautes, on finit par ne voir finalement que les défauts de ce livre-là. Je me rappelle, dans les dernières étapes du processus, à un moment donné, je trouvais que mon roman était trop négatif, le Saint-Christophe. Je disais, mon Dieu, il me semble que c'est noir, il me semble que c'est sombre, il me semble qu'il vit juste des trucs négatifs. C'était mon éditrice, Isabelle Lompré, qui m'avait tapé un peu dans le dos. Elle disait, non, il y a plein de passages très drôles là-dedans, puis qui m'avait rappelé des scènes comiques dans l'histoire que j'avais un peu évacuées. Puis je disais, ah ouais, finalement, c'est un roman qui est drôle aussi, c'est vrai. Donc, mais on finit par... Ça finit par nous sortir par les oreilles, là. Mais une fois qu'on l'a dans les mains, qu'on a l'objet avec la page couverture, c'est comme quel moment magique. Si tu me permets, Dany, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants avec ton coup de cœur, le livre de Marie-Claire Blais.